Il faut que le gouvernement nous dise si mon fils est mort. On n'en peut plus de ne pas savoir. On est tellement petits et eux tellement puissants. Mais moi, je veux savoir si mon fils a été exécuté. Il serait plus d'1 million de prisonniers. Oui, vous avez bien entendu, il y aurait actuellement plus d'1 million de musulmans internés dans des camps de rééducation chinois selon Human Rights Watch. Tel est le sort que l'on réserve à de nombreux Ouïghours, communauté turcophone vivant au nord-ouest de la Chine et qui subit depuis de nombreuses années une répression systématique par le régime de Pékin. Propagande, surveillance, terrorisme, disparition, camps d'internement, le mystère entourant la région du Xinjiang reste bien opaque. Et pour cause, avoir accès à de l'information fiable en Chine relève de la gageure. Les journalistes étrangers ne sont pas les bienvenus là-bas, ce qui fait qu'on ne reçoit les nouvelles que grâce aux communiqués officiels du régime et aux témoignages cachés de quelques civils qui s'opposent à Pékin. Difficile dès lors de démêler le vrai du faux, l'exagération de la propagande. Le système de surveillance chinois étant l'un des plus puissants au monde, c'est la loi du silence qui prévaut dans toute cette région. Alors que faut-il penser de la situation ? Que veulent les Chinois ? De quoi accuse-t-on les Ouïghours ? Est-on véritablement en face d'un génocide, comme certains opposants l'affirment, accusant Pékin de commettre des crimes contre l'humanité, ou est-on simplement témoin d'une assimilation culturelle bénéfique pour tous, et d'une lutte classique contre le terrorisme comme l'affirme le gouvernement chinois ? Ce n'est pas facile à dire, on va regarder les arguments de chacun, essayer de recomposer ce puzzle, et je l'espère, à la fin de cette vidéo, vous aurez un aperçu complet de la situation. L'opinion éclairée, ce sera dès lors la vôtre. Vous êtes prêts ? On est parti. L'histoire des Ouïghours commence véritablement au 6e siècle après Jésus-Christ. À l'époque, ce n'était qu'un peuple de nomades des steppes qui n'avait pas vraiment de pouvoir centralisé. Ils faisaient notamment partie de ce qu'on appelait la Confédération des anciens peuples turcs, qui regroupait les 9 principales tribus d'Asie centrale. Malgré leur vie de nomades, le peuple ouïghour va tout de même arriver pour la première fois à imposer son leadership aux autres tribus en 744, et va ainsi créer une sorte d'empire qui durera près d'1 siècle. On appellera cette période le Khaganat ouïghour, qui atteindra son apogée en l'an 820, s'étendant tout de même sur plus de 3 millions de kilomètres carrés. En 840, après la chute de l'Empire, va s'ensuivre de nombreuses périodes de troubles, de relative autonomie, de sectionnement du territoire et de domination mongole, et cela jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. En fait, il faut comprendre que durant près de 1000 ans, la région du Xinjiang était une sorte de carrefour stratégique, traversé notamment par la fameuse route de la soie. Ce territoire abritait de nombreux peuples nomades, des marchands, il abritait une immense mosaïque culturelle, et les Ouïghours n'étaient en soi qu'une des nombreuses ethnies présentes sur ce vaste territoire. Fait notable, c'est durant cette période que de nombreuses peuplades se sont converties, passant du bouddhisme à l'islam. Entre la fin du XIVe siècle et le XVIIe siècle, le peuple ouïghour, mais aussi les Kirghizes, les Ouzbeks, les Kazakhs, bref, la plupart des peuples turcophones des steppes vont devenir majoritairement musulmans. On a ainsi, durant toute cette période, des Ouïghours qui adoptent comme religion l'islam, qui se sédentarisent de plus en plus, mais qui ne disposent tout de même pas d'un état stable, étant donné que leur structure politique reposait sur le système des khans, des sortes de seigneurs locaux. Et cette situation perdurera jusqu'à l'année 1759, et la conquête du territoire par l'empire mandchou des Qing. La Mandchourie étant aujourd'hui une partie de la Chine, on peut dire que l'occupation chinoise date vraisemblablement de cette époque. Ensuite, cette conquête ne va pas se faire sans mal, comme en témoigne le quasi-génocide de l'ethnie bouddhiste des Zhungars. Si on remet dans le contexte, en 1756, le peuple Zhungar représentait la principale opposition aux Qing, et ceux-ci réussiront à les exterminer quasi totalement après une guerre terrible. Les massacres et la maladie vont mettre à feu à sang cette région pendant des années. Ce fut une catastrophe démographique et les Qing vont même devoir repeupler la région en invitant les tribus turcophones à s'y installer. C'est d'ailleurs à cause de cette guerre que les territoires de l'Ouest sont en immense majorité de confession musulmane et qu'il y a si peu de bouddhistes. Petit aparté au passage, en 1768, la région prendra définitivement le nom de Xinjiang, ce qui signifie littéralement nouvelle frontière. Ce n'est pas un hasard, les Qing avaient pour volonté de s'étendre. Ensuite, malgré la domination chinoise, les habitants de ce qu'on appelle désormais le Turkestan oriental vont quand même passer leur temps à se révolter contre l'Empire, avec notamment la fameuse révolte des Dungan, appelée aussi révolte musulmane, qui fera des millions de morts. À force d'émeutes et de révoltes, le Turkestan oriental va même arriver à accéder à l'indépendance pendant 8 ans au milieu du 19e siècle, avant d'être conquis à nouveau par les Mandchous. En soi, il faut bien se l'avouer, la domination chinoise n'a pas vraiment apporté une période de grande stabilité.
Il faut comprendre que la région est immense et est très compliquée à contrôler. Et malgré la chute de l'Empire mandchou en 1911 et la création de la République populaire de Chine, les émeutes pour l'indépendance continueront d'émailler le territoire durant tout le XXe siècle. Et notamment en 1933 et en 1944, où les Ouïghours forceront le gouvernement chinois à leur laisser une très grande autonomie pendant quelques temps. La dernière période d'autogestion ne résistera néanmoins pas à l'arrivée de Mao et des communistes en 1949, qui s'assureront de garder le contrôle de Xinjiang en écrasant toutes les nouvelles velléités d'indépendance des peuplades musulmanes. Et depuis Mao, la situation n'a pas vraiment changé. Les Ouïghours se révoltent encore périodiquement, clament toujours leur volonté d'indépendance et organisent des attaques assez régulièrement. Donc voilà pour la partie historique du problème. Alors la première question que j'aimerais vous poser, c'est selon vous, est-ce que la Chine est dans son droit en étant présente au Xinjiang? Après tout, ils sont là-bas depuis le milieu du XVIIIe siècle. Ou est-ce que le Turkestan oriental devrait être un pays indépendant, étant donné que ça fait 3 siècles que les Ouïghours clament qu'ils ne sont pas chinois et passent leur temps à se révolter pour leur indépendance? Chacun aura son opinion, n'oubliez pas de la partager dans les commentaires, histoire que l'on puisse avoir un vrai débat. À partir des années 90 et à la suite de la guerre en Afghanistan est petit à petit arrivé sur ce territoire des mouvements terroristes islamiques intimement liés à Al-Qaïda. Et c'est là qu'on arrive au point le plus sensible. En 1997 est officiellement créé le Mouvement islamique du Turkestan. C'est une organisation classée comme terroriste par l'ONU depuis 2002 et qui grosso modo veut instaurer un califat régi par la charia au Xinjiang. En d'autres termes, ils veulent leur indépendance pour créer une sorte d'état islamique au Turkestan oriental. Donc ce dont on est sûr, c'est qu'ils ont organisé de nombreuses agressions mortelles. Par exemple, entre 1997 et 2001, la Chine accuse ce groupuscule d'avoir organisé pas moins de 200 attaques, ayant conduit à la mort de 162 personnes au Xinjiang. En 2008, le régime de Pékin annonce qu'ils ont déjoué de peu un attentat djihadiste ouïghour qui visait les Jeux Olympiques. Ou encore en 2014, où là c'est le parti islamique du Turkestan qui va lui-même revendiquer l'attentat d'Urumqi, qui fera 43 morts. Donc on sait que ces terroristes existent. On en a d'ailleurs recensé plusieurs milliers qui ont combattu pour l'État islamique en Syrie et en Irak. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est quels sont les liens qu'ils ont véritablement tissés avec la population. Et à quel degré les Ouïghours sont en accord avec ce mouvement terroriste. Après tout, à partir de quel moment considère-t-on un musulman comme extrémiste? Et là, les Chinois ne sont pas totalement en accord avec les Occidentaux, et ont tendance à mettre tout le monde dans le même sac. Prenons l'exemple des émeutes d'Urumqi, de juillet 2009. En ggros, tout démarre d'une rixe entre Chinois Han et Ouïghours qui va dégénérer. Après la mort de 2 ouvriers musulmans dans une usine, près de 3000 Ouïghours vont attaquer au hasard les Chinois Han avec des bâtons et des couteaux, poignardant à mort plus de 140 personnes. S'ensuit la répression policière, qui a sûrement été beaucoup plus violente que la trentaine de morts qu'annonce le gouvernement chinois, mais là, avec la censure, c'est assez compliqué de démêler le vrai du faux. Quoi qu'il en soit, dans ces attaques, les manifestants criaient Allahu Akbar et indépendance pour le Turkestan. Donc est-ce que c'était des djihadistes? C'est assez dur à dire, car ça n'avait pas l'air prémédité et ils n'avaient pas vraiment de lien concret avec Al-Qaïda. Mais d'un autre côté, les Chinois vont dire si des milliers de Ouïghours sont capables de ça, cela veut dire que l'extrémisme religieux est partout et qu'il faut l'éradiquer. Ils vont mettre tout le monde dans le même panier. Ils ne font pas la différence entre les terroristes islamistes et les séparationnistes violents. Donc est-ce que lutter contre le terrorisme islamique c'est la principale cause de la répression ouïghour ou est-ce que c'est juste un prétexte pour annihiler une fois pour toutes les indépendantistes au Xinjiang? Là, c'est une vraie zone grise. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour le gouvernement chinois, la problématique est simplissime. Comment en finir avec le problème ouïghour? Comment faire pour qu'ils arrêtent de se révolter, pour qu'ils arrêtent d'organiser des attentats, et surtout, comment faire pour conserver l'unité du pays? C'est con à dire, mais la Chine a un problème identitaire grave. Il y a 56 ethnies sur leur territoire. Ils aimeraient bien que tout le monde cohabite tout en suivant les directives du parti unique. Ils avaient d'ailleurs eu plus ou moins le même problème avec les Tibétains, qui ont une identité culturelle très différente de celle des Han, et qui passaient leur temps à leur résister. Donc comment faire pour que tout le monde marche au pas? Et là, les solutions apportées vont être assez radicales, étant donné que la Chine n'est pas vraiment une démocratie. Tout d'abord, ils vont utiliser la très ancienne technique des paysans soldats. En gros, les Chinois ont organisé une sorte de colonisation intérieure pour devenir majoritaires au Turkestan. De nombreux paysans Han vont recevoir une formation militaire et vont être envoyés au Xinjiang pour cultiver les meilleures terres. Sauf que dans le contrat, si jamais il y a une révolte en préparation, ils devront reprendre des armes pour défendre le pouvoir en place. La grande force de la Chine, c'est le nombre, donc ils n'ont aucun souci à envoyer des centaines de milliers d'ânes pour coloniser le territoire. Entre 1949 et aujourd'hui, la population ouïghour a chuté de 80% à moins de 47%. Ce n'est qu'une question de temps avant que les Han ne deviennent majoritaires dans la région. Je ne me rendais pas compte de la colonisation des Chinois. J'ai grandi au milieu d'eux
Et je croyais que le parti nous avait libérés et n'était là que pour nous aider. Ensuite, les Chinois vont utiliser la propagande pour exhorter les Ouïghours à devenir des bons citoyens, enthousiastes de faire partie de l'Empire du Milieu. Généralement en ayant recours à des affiches, un enseignement scolaire pro-régime, des slogans ou encore des œuvres d'art. Nous avons des voitures, des maisons. Les Ouïghours sont tellement heureux qu'ils veulent arrêter l'horloge pour que ces temps de bonheur continuent à jamais. De plus, comme la propagande n'est souvent pas suffisante, ils vont aussi adopter des mesures coercitives, telles que la censure ou les menaces. Les Ouïghours sont régulièrement contrôlés par la police, pour être sûr qu'ils n'ont pas de messages anti-chinois dans leur téléphone. Les haut-parleurs du régime émettent toute la journée des slogans anti-indépendance. Et en toute honnêteté, on peut continuer longtemps comme ça, car l'appareil de surveillance chinois est colossal. Toutes les conversations téléphoniques sont surveillées, tous les messages, il y a des caméras partout, il y a des incitations à la délation. Ils arrivent à faire pression sur des Ouïghours de l'étranger pour qu'ils dénoncent leurs connaissances qui pourraient avoir tenu des propos contre le gouvernement. Il y a vraiment une culture de la peur, ce qui fait que personne n'ose parler, de crainte de finir dans des camps d'internement, dans des prisons, ou pire, de disparaître sans laisser de traces. En ce moment, au Xinjiang, c'est un petit peu Big Brother is watching you, et on peut vous arrêter du jour au lendemain sans aucune forme de procès. Et pour finir, la dernière volonté des Chinois, de manière à assimiler complètement la population, c'est de détruire la culture et la religion des Ouïghours, ou en tout cas de ne la ramener qu'à un simple folklore. Par exemple, ils ont démoli de nombreux bâtiments dans la ville de Kashgar, alors que celle-ci avait été citée pour devenir patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais pour la Chine, il n'y a pas de problème, car certes, l'architecture traditionnelle est détruite, mais d'un autre côté, les Ouïghours vont pouvoir vivre dans des maisons toutes neuves et modernes. Vous voyez les différences de point de vue. Cependant, là où le régime de Pékin est le plus agressif, c'est sur le thème de la religion. Pour le coup, ils ont clairement choisi. Ils veulent un islam de Chine et non pas un islam en Chine. Ils vont donc retraduire le Coran, interdire le voile intégral, interdire les barbes anormalement longues et surveiller comme le lait sur le feu tout ce que disent les imams. Chaque vendredi avant la prière, les imams reçoivent 3 heures d'études politiques par des représentants du bureau de la propagande. Les imams ont pour obligation de suivre les recommandations éditées par l'Institut de l'Islam chinois. En fait, il faut comprendre que la Chine est communiste à la base, donc la religion, ce n'est pas trop leur tasse de thé, et franchement, je reste poli. Pour eux, quelqu'un qui clame que la vérité absolue se trouve dans un livre écrit il y a plus de 1200 ans, ben c'est un petit peu un malade mental, donc ils vont le traiter en conséquence. Ce qui fait que dans ces camps de rééducation, ce qu'on demande aux détenus, d'après les informations qui ont fuité, c'est de manger du porc, de pouvoir boire de l'alcool et de réciter des slogans communistes, c'est tout. Donc est-ce que ce sont des camps de concentration, car après tout on y enferme les gens sans nulle forme de procès, ou bien est-ce que ce sont réellement des camps de rééducation, visant à ce que ces populations puissent mieux s'intégrer à la société chinoise? Chacun aura son opinion, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Les problèmes identitaires touchent de nombreux pays, et chaque nation les traite plus ou moins différemment. Prenons quelques exemples. Les États-Unis, eux, militent pour un communautarisme, où chaque individu fait un petit peu ce qui lui plaît tant que ça n'empiète pas sur la liberté de l'autre. La France, elle, est un petit peu entre le communautarisme et l'assimilation. On en avait d'ailleurs bien parlé dans cette vidéo. La Birmanie, elle, affirme que les peuples qui ne veulent pas s'intégrer doivent absolument quitter le pays, de manière à conserver l'unité nationale. Et elle s'en donne les moyens, en témoigne le massacre des Karen et des Rohingyas. Et la Chine, elle, dit que les populations qui ne veulent pas totalement s'intégrer, eh bien, on va les assimiler de force. Chaque pays a sa stratégie. Ensuite, c'est à vous de vous demander, est-ce qu'elle est bonne ou pas? Est-ce qu'elle est humaine ou pas? Est-ce qu'elle est efficace ou pas? N'oubliez pas de faire preuve d'empathie, de vous mettre à la place d'un Chinois Han qui a peur de sortir dans la rue et de subir un attentat terroriste, mais aussi n'oubliez pas de vous mettre à la place d'un Ouïghour qui vit dans l'inquiétude depuis des années, qui voulait juste conserver sa culture, sa religion et être indépendant. Le monde est assez complexe, mais maintenant, l'opinion éclairée, c'est la vôtre. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous pensez des Ouïghours de Chine et de la répression de Pékin? Il me tarde de lire vos commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser votre pouce bleu si ça vous a plu et à me suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez avoir le making of. Les petits dons sur Tipeee sont toujours fortement appréciés. Et nous, on se retrouve dans 3 semaines pour une nouvelle vidéo. Bye bye.